podcast Out of Phase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Talkback, le premier podcast qui fait parler les professionnels du son. Aujourd'hui, pour l'épisode 5, je reçois Sébastien Camille. Sébastien a son propre studio qu'il a construit lui-même et nous allons parler pendant près d'1h30 de sa carrière et surtout beaucoup de matériel et de choix, d'où la longueur exceptionnelle de cet épisode. J'ai vraiment apprécié échanger avec lui, il avait beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère que vous aimerez autant que moi cet épisode. J'aimerais juste ajouter que cet épisode a été enregistré en octobre et donc bien avant l'annonce de reconfinement du gouvernement. De plus, j'étais quelque peu malade, alors veuillez me pardonner pour ma voix un peu rock. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sébastien. Salut, ça va? Ça va et toi? Avec toi? Oui, ça va super. Un petit peu malade, mais bon, on fait avec, on lâche rien et on enregistre cet épisode ensemble et ça c'est chouette. Yes, carrément. Alors, si tu veux bien, j'aimerais que tu te présentes auprès de nos invités, s'il te plaît. Donc je m'appelle Camille Sébastien, pas grande surprise, c'est dur de se présenter. Je suis ingénieur du son studio, un studio qui s'appelle Studio Art Music, qui est en place depuis quelques années. J'aurais du mal à définir comme ça le nombre d'années. C'est devenu mon activité principale il y a 4 ans, on va dire, je dirais ça comme ça. À côté, je suis batteur, intermittent du spectacle. En ce moment c'est pas la joie, mais en effet. Voilà, j'ai cumulé ces deux activités pendant des années, ce qui m'a permis, peut-être on en parlera un peu plus tard, d'investir dans le studio et de pouvoir jouer financièrement sur deux choses, parce que c'est une partie qui est quand même assez importante, on va dire. Et voilà, avec les années, les activités tendent à s'échanger. Avant, j'étais principalement batteur et moins ingé son. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ingé son que batteur. Et voilà. Alors oui, on va en parler parce que j'ai à peu près 6 millions de questions à te poser par rapport à ça, puisque, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes d'avant, c'est la première fois que je reçois un ingé son de studio, quasiment exclusivement, et ça c'est trop cool. Donc j'ai à peu près 1 million de questions à te poser. Ouais, ça marche. Est-ce que tu pourrais me dire à quel âge tu as commencé à penser au métier du son? À quel âge c'était venu en tête? Alors c'est la question, ça m'est pas venu comme ça. En fait, je voulais être absolument batteur professionnel. D'accord. Jouer dans des groupes de métal, Blackout pour ceux qui ont connu, Side Blast, X-Trunk, tout ça. Et en fait, c'est arrivé, je venais de passer mon bac, donc j'ai redoublé 2 fois. Et oui, bah ça va. Je préférais jouer à Warcraft plutôt qu'aller à l'école. C'est pas ma faute. Et en fait, je voulais être batteur et je me suis dit, après tout, fais des études dans quelque chose qui t'intéresse. Et je pensais que s'y connaître en son pouvait être un atout si je voulais être batteur de studio, professionnel, etc., etc. Donc je me suis inscrit à la SAE à Paris. D'accord. À l'époque, j'ai été pris sur le dossier et j'ai fait cette école-là. Et en fait, l'école m'a montré que je préférais être finalement du côté de l'ingé son que du côté du musicien. La passion est venue en fait... indépendamment de ma volonté, si je puis dire. Oui, à l'école. Et ouais, vraiment à l'école. Et ça a commencé à me plaire. Et puis je me suis dit, après tout, c'est peut-être aussi un business qui est plus réaliste. Ce qui en fait, pas vraiment, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai pensé ça à l'époque et je me suis dit, ça. Conclusion, je suis arrivé. Mais voilà, la base, c'était ça. C'était ça. Et après, quand je suis rentré sur Paris, parce que je me suis pas tellement plu dans cette ville, parce que je suis très forêt, nature, tout ça, blabla, c'est un autre sujet. J'ai eu la chance que mes parents aient une espèce de bunker dans leur jardin qui est tout petit, qui a été mon studio pendant des années. En tout, ça faisait 22 mètres carrés pour situer, avec un plafond à 2 mètres de haut. J'avais une pièce de 8 mètres carrés, une pièce de 12. Ouais. Avec un chiotte, un placard à micro, voilà, c'était vraiment très petit. Mais j'ai eu cette chance d'avoir pas de frais en fait au début, parce que c'était chez quelqu'un. Clairement. Et j'enregistrais un peu les copains, puis les copains des copains, et en fait le goût de l'enregistrement et de la production est venu là-dedans, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc quand est-ce que c'est venu à l'âge précis, je pourrais pas te dire. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Ouais. D'accord, ok. Et donc j'imagine qu'à cette époque-là, quand tu es dans ton tout petit studio, tu vis des débuts qui sont quand même pas si évidents que ça. Tu peux nous parler de ton premier enregistrement en studio ?
Eh ben, je crois que c'était Drebin. Drebin, groupe de punk. Drebin, groupe de punk de la région, c'était ouah, c'était à l'arrache les pauvres. c'est J'avais pas encore fait les travaux dans ce studio-là, j'avais mis un rideau pour faire genre tu sais pas, ça servait complètement à rien sur les trucs. Ouah, c'était un peu euh, j'étais content parce que je mettais un peu les mains dans le cambouis, tu vois, mais bon, c'était la catastrophe quoi. C'était vraiment la catastrophe. Je crois qu'on a fini avec une batterie Easy Drummer mixée avec le cul, si je puis dire, et puis des prises guitare faites à cette époque où je me disais que bon bah si je mets tous les paramètres au médium sur les guitares, j'aurai les basses, les médiums et les aigus et je pourrais choisir après ce que je veux. Enfin bon, d'espèces d'incohérences. Donc c'était un peu, ça avait pas trop de sens, je serais curieux de réécouter ça. Vraiment, je serais curieux de réécouter ça. Après, bon, c'était vraiment de la démo. Si on parle, Et puis c'est du punk. ouais, mais quand Tu peux même, te permettre de quand faire même. ça. Après, le premier vrai album que j'ai produit, qui est sorti vraiment en 12 titres, vraiment mixé jusqu'au bout, ça a été un groupe qui s'appelait Ulf, ULF. À l'époque, un excellent album que j'ai écouté il y a pas longtemps, avec ses défauts de production que, bah voilà, c'était en 2008 hein, quand même. Euh, C'était des copains, en fait c'est le frère de mon chanteur qui a fait ça et du coup on s'est lancé dans l'aventure. Je crois que l'album on a mis 2 mois et demi à 2 mois et demi à le sortir, des trucs avec des incompréhensions en termes avec les musiciens, s'ils appelaient le bas médium et moi le bas médium. En fait finalement c'est bon. Mais bref, l'album est super cool, les compos sont excellentes. L'album s'appelle Eco Promise. J'invite les gens à l'écouter, pas pour la production mais ça fait partie des choses qui m'ont donné encore plus, je pense, le goût du son, dans le sens où l'album est sorti, l'album a plu, ils sont allés le défendre au Midem, il y avait eu des très bons retours, même sur la production dessus. Ouais, carrément. Super. Des- Oui. Alors juste pour préciser, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Non. Midem? Ah, alors Non, moi, oui, je sais ce que c'est une réunion un peu de tout ce qui travaille au milieu de la production et de l'audio. Je pense que c'est les labels qui se rencontrent. J'y suis jamais allé moi-même, ça reste toujours. Je me suis toujours demandé s'il fallait que j'aille au Midem. Je sais juste que c'est une réunion des professionnels, Alors, donc peut-être tu pourras m'éclairer un peu plus. alors tout simplement, le Midem, c'est le marché international du disque et de l'édition musicale qui a lieu chaque année à Cannes et c'est un peu the place to be quand on fait de la En tant musique. qu'artiste, tu veux dire. C'est aussi un peu oui, en tant qu'artiste, mais il y a aussi il y a des labels qui s'y rendent, les majors, enfin tous les gros. Mais je crois qu'il y a les marques aussi, les marques de matos, tout ça, hein, il y a tout Oui, le monde, oui, hein. oui, non, mais il y a vraiment. Pour le matos, je pense que Plus c'est. pour les sponsoring peut-être. Ouais, voilà, je pense que les marques se placent sur le Midem, mais elles sont pas en représentation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elles arrivent à sponsoriser le Midem. euh, et voilà. Et puis c'est vrai que quand on est technicien, et encore plus sur la Côte d'Azur, on est amené à travailler dessus. Trif, qui était l'invité, excusez-moi, de l'épisode numéro 4, a travaillé au Midem. J'ai moi-même D'accord. travaillé au Midem et tant de collègues Et ont alors, est-ce que travaillé au ça vaut le Midem. coup, en tant que sondier, d'aller au Midem? Alors moi, je peux pas trop en parler, tout simplement parce que quand on travaille sur des marchés comme ça, on a une clause de C'est vrai? confidentialité. Voilà. Ah ouais, d'accord, Oui, ah, je savais pas. tout à Ok, fait. très bien. Mais oui, c'est enfin, c'est très instructif. Instructif, oui, Alors, très j'arrive plus bien. à parler. Yes. Instructif. Oh, mais c'est fou, hein. Mais moi, voilà, après, j'étais pas Midem, gros Midem. J'ai été sur un projet qui est en parallèle du Midem et qui est organisé par le Midem, qui est une espèce de résidence Ok, pour les artistes qui viennent ok. au Midem. Bah, à l'occasion, je tenterai, ouais. Ok, Voilà. pourquoi pas. Ok, Très très cool. ça marche. Vraiment très très cool. Dire, il faut que je vive de l'enregistrement studio. Parce que comme on a beaucoup d'étudiants en son qui nous écoutent, j'aimerais quand même mettre ça sur l'avant. Vivre des enregistrements studio, c'est pas quelque chose, C'est compliqué, c'est ouais. très compliqué, c'est quelque chose qui est pas évident. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles de son qui Et qui rêvent de faire ça, ouais. ah mais oui, c'est-à-dire que quand j'étais chez le prestataire pour lequel j'ai bossé pendant
pas mal de temps, souvent quand on avait des stagiaires, ils me disaient bah moi je vais ouvrir mon studio. Et moi souvent je les regardais avec un peu dubitative en disant C'est compliqué, c'est long. accroche-toi, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Très bien, avec plaisir. C'est marrant, je vais citer quelqu'un qui a cité un autre, d'abord pour Ah, commencer. j'adore. Allons-y. Tu connais, c'est Brett, l'ingé son. Ça ne me dit rien. C'est Brett, je suis pas sûr de prononcer bien son nom, je regarde Brett Caldas. C'est un mec qui a un CV assez incroyable, comme Devin Townsend dans ses Aereon. Brett Caldas, tout à fait. Qui est un mec que on peut pas dire qu'on est amis, loin de là, mais on se papote sur Facebook, on échange 2 3 messages quelque temps. Et il a cité dernièrement du Bruce Dickinson, qui avait dit dans la vie, si tu as un plan B, tu ne réussiras pas ton plan A, en fait. Donc j'ai un peu parti de cette politique en disant de toute façon je me voyais pas dans ma vie faire quelque chose que je n'aimais pas. Faut savoir qu'avant d'être ingé son, je travaillais dans les sondages au CSA, je déchargeais des camions à Toys R Us. Alors c'était des métiers où j'en gardais de très bons souvenirs, mais je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie. Je pouvais pas au fond de moi-même me dire je vais vivre avec une contrainte de passer 35 ou 40 heures dans un métier qui me plaisait pas à fond. Euh, donc je suis parti là-dessus en disant qu'il n'y avait pas de plan B à ça. Les tout débuts. Ah putain, on va revenir sur la question en fait, pardon. Mes tout premiers enregistrements, c'est vrai que c'était pas ça. C'était pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai menti. Quand j'étais étudiant à Paris, j'avais acheté des Mackie par 8, je sais plus comment, des Onyx par 8, un petit micro AKG et compagnie, et j'avais mis en place un service d'enregistrement mobile en fait, où j'avais avec ma petite Twingo et je déplaçais chez les gens, j'enregistrais et je mixais après à la maison avec une table Behringer dégueulasse, une 18 pistes que j'avais mis dans ma chambre Ouais. d'étudiant et je mixais comme ça. En fait, dans le sens où je me suis dit, de toute façon, le principal problème, et je le redis, c'est l'argent dans ce métier-là, parce que le matos coûte très cher, les locaux, tout coûtait, la maintenance, tout ça, ça coûte très très cher. Donc je me suis dit, bah, commence à gagner de l'argent comme ça. Alors j'ai commencé à faire ces enregistrements, je voulais pas d'autres plans. Malheureusement, ça n'a pas suffi, d'où le fait de revenir intermittent. En fait, ce qui m'a vraiment permis, c'est 2 choses. C'est d'avoir un local qui avait pas de charge ou très peu, où je payais juste l'électricité, l'eau et ce genre de choses, et avoir un deuxième revenu. En fait, pendant des années, j'ai consacré mon revenu d'intermittent pour mes factures et manger, et le peu que je gagnais avec le studio, c'était uniquement pour acheter du matos. D'accord. Ça servait qu'à ça pendant des années, même comme je n'avais pas de structure juridique, pour éviter les problèmes, je demandais même à des groupes de dire bon, tu me payes pas, mais par contre, tu m'achètes Ah un oui. compresseur, un Ouais, ouais. préampli, un micro en échange. Et si tu veux, j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à avoir assez de matos. Mais en a-t-on assez? Oui, ça c'est une autre question. Ok. Et voilà, ça fait comme ça. Donc la solution, c'est de trouver le nerf de la guerre, c'est le côté financier, et le deuxième nerf de la guerre, c'est le côté réputation. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai le studio qui est booké sur un peu plus d'1 an, parce que là, je crois que ma prochain créneau libre, c'est en novembre 2021. Donc là, il y a vraiment du truc. Mais avant ça, il m'arrivait de passer 2 mois sans un client, 1 mois sans un client, ce genre de choses. Alors, ce que je faisais, c'est que euh, je donnais l'impression sur les réseaux sociaux ou sur les moyens où je communiquais que j'avais toujours quelque chose à faire. Un reamping, une prise batterie, je proposais à des gens, je proposais à des groupes gratuitement de venir faire des essais, comme Earth Attack à l'époque. Euh, En fait, il y a une réflexion qui a été assez juste que quelqu'un m'a fait, c'est aucun groupe ne viendra chez toi si tu n'as pas de CV, s'ils ne te connaissent pas et s'ils ne connaissent pas la qualité de ton travail. Ils vont jamais te donner de l'argent pour ça. Donc je pense, compris ça. Donc au début, j'ai travaillé beaucoup gratuitement, ou contre des échanges de matos, ou même un SM57, n'importe quoi, un truc qu'il fallait que le studio grandisse avec ça. Et en fait, au fur et à mesure, bah, il y a un premier album qui a été à peu près bien produit, qui a à peu près marché. Je pense que c'est le déclic pour moi. Je pense que ça a été le premier album de Dissident, D'accord. qui a vraiment été une production très album où vraiment j'avais plus aucun complexe à le mettre au milieu d'une setlist sur iTunes, ce genre de choses. Et en fait, j'avais quelque chose à présenter aux gens. Du coup, ça en a débloqué un autre, puis un autre, puis un autre. Et il y a eu l'album de September Again, dont j'ai le t-shirt Est-ce que tu aujourd'hui peux d'ailleurs. nous donner le nom du premier album de Dissident? Head Blood Rage, You Fucking Scum. D'accord, que j'imagine qu'on peut écouter sur toutes les plateformes de streaming Ouais, musical. bien sûr, Super. bien sûr. Ok. Et là, ils viennent de finir le deuxième d'ailleurs, ici. Voilà. Après, il y a eu September Again que j'ai proposé de faire un titre gratuit parce qu'ils voulaient aller bosser avec
Fred Duquesne, et parce que la réputation et parce qu'ils aiment beaucoup les prods qu'ils faisaient, et j'aurais dit bah écoutez, moi laissez-moi ma chance, je vais vous faire un titre comme ça. Et finalement on a fait un titre, puis 2 titres, et puis l'année d'après ils sont venus pour un album, et en fait voilà, tout ça pour dire que l'évolution, si je devais donner un conseil à un jeune, c'est qu'il n'ait pas peur malheureusement de faire ses armes sur des choses un peu plus à l'arrache. J'ai pris des groupes très débutants, j'ai pris du rap, chose que je fais plus parce que j'aime pas ça. De manière générale, j'ai rien contre le rap particulièrement, mais je veux dire, à part les standards type Cypress et ce genre de choses, je suis pas un grand fan de ce style, j'ai pas les codes, j'ai pas tout ça quoi. Mais même en prenant des groupes très mauvais en fait qui jouaient pas, je donnerai pas de nom par contre là-dessus, mais je me suis dit au moins tu vas apprendre l'édition, au moins tu vas apprendre à travailler plus vite ton édition Pro Tools, tu vas apprendre à corriger des voix, en fait voilà, je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose à apprendre dans un très bon comme dans un très mauvais. Donc voilà. En fait, ce que j'aimerais dire à nos auditeurs, parce que ça aussi tout le monde ne le sait pas, mais quand tu es ingénieur studio, tu peux te permettre d'enregistrer tout. Par contre, toi, tu fais aussi de la production. Et à ce moment-là, la production, c'est pas aussi évident de te dire je fais de la production pour du rap, pour de la chanson, pour du métal, pour de la pop, pour ce que tu veux, puisqu'en fait, c'est pas du tout les mêmes codes, tout simplement. Après, c'est une Euh, question de culture, oui, mais clairement. l'éducation musicale. Enfin, je dis ça parce que je suis très souvent associé à un gestion métal. Alors, c'est Oui, pas. Ouais, alors j'en fais beaucoup, vraiment. C'est 80% du eh studio, oui. c'est du métal, mais Mhm. c'est pas particulièrement. Bien sûr, j'ai grandi là-dedans, c'est ma musique Oui, de cœur, mais j'écoute beaucoup de reggae, beaucoup d'électronique, beaucoup de. J'aimerais faire autre chose, des fois, de l'acoustique, ce genre de bien choses. Par sûr. exemple, je suis un très, très, très grand fan de Archive. D'accord. C'est Ah vraiment un de mes oui, groupes oh là phares. là là là. J'adore Archive. Mhm. Et pour les avoir vus en live plein de fois, voilà. Et je Oh là 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 rêverais de là. faire ce genre de groupe, mais j'en Mhm. rêverais. Mais malheureusement, C'est euh, rare, et déjà, c'est hein. déjà c'est rare. Et en fait, euh, tu as des groupes comme Clone qui sont sur le marché. Je trouve ça. J'ai écouté leur dernier album dernièrement. Je Mhm. rêverais de travailler avec ce genre de groupe, Oui, qui en sont plus, dans eux, ils ont l'ambiance, fait. qui sont dans ce genre de choses. Oui, eux, ils ont fait de l'acoustique et enfin, ils ont à la base, pour ceux qui connaissent pas Clone, je le précise, Clone c'est un groupe de métal qui ensuite se sont dit bon bah on aime le métal, mais on aime aussi tout le côté comment dire folk, ambiance et compagnie, et donc ils ont fait une tournée entière en acoustique, et vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, donc voilà, Clone, qui est un groupe super que j'ai vu et en acoustique et en amplifié. Et c'est super. Donc voilà, tu aimerais faire des projets, enfin, ça pourrait te tenir à cœur de faire des projets un peu plus dans cette Dans ce ambiance-là. genre-là. Ouais, Ouais. ok. Ça je fais ma commande. S'il y Mais a des oui, groupes de black metal aussi qui viennent, parce que là je viens de finir l'album de Gorgon qui est le 6e album et ouais, vraiment j'adore. Bah, je suis un blackeux moi de base alors vraiment. moi j'ai une question à Mais te poser par rapport à ça. oui, Parce que vas-y. bon, les auditeurs ne le savent pas, décidément aujourd'hui, on découvre plein de choses, mais c'est la première fois que je reçois un ingé son studio, 100% studio, donc du coup c'est hyper cool, on peut parler de tout D'accord. ça. Du black metal en studio, est-ce que c'est Ouais. pas un petit peu... Oh là là, je vais jeter un de ces débats, ça va être super. Oh, non, ça va. Je connais ta question. Est-ce Vas-y, que mais du black metal en studio, c'est pas un petit peu contre-historique en fait? on s'en fout. Ouais. C'est en fait. Non, mais si tu veux, j'adore le black. J'ai écouté des aberrations dans le true black, type Iljarn, où franchement, t'as l'impression que les mecs ils ont mis de la disto sur une machine à laver. Enfin, il y a un moment, ça. Non, mais c'est vrai. En plus, il y a un album. Honnêtement, j'ai confondu la voix et la caisse claire en écoutant. Tu te Oh dis, mais la comment ils en sont vache! arrivés à ça, Bah quoi. oui. Et non, au contraire, je trouve que le black est une musique qui a une dimension euh, autre dans le métal où justement la production a son rôle et que bah, le true black, je trouve que ça va bien un moment. Il y a eu l'époque Transylvanian Hunger de Dark Throne qui est vraiment, j'ai adoré, mais ça appartient à une époque. Aujourd'hui, je trouve que des groupes comme Watain ou comme ce qu'on va faire avec Gorgon justement, qui ont des productions plus sombres, Mhm. arrivent à amener un côté très très brut, tout en gardant une émotion assez à la fois planante et malsaine que peut apporter le black metal. Ou je sais pas, je suis fan du black des années 90. J'ai essayé de réécouter dernièrement un album de Emperor là qui est Anthems. C'est inécoutable en fait quoi. En voiture, honnêtement, c'est inécoutable. Ça t'arrache les tympans, c'est pas possible. Donc après, tu veux faire, je comprends la démarche si tu veux du côté euh,
cave, Eh oui. du true black, mais je trouve ça c'est un peu passé de mode, on va dire. D'accord. Je comprends, mais non. Je trouve qu'on peut on peut créer cette émotion avec un son beaucoup plus abouti D'accord. et bien fait. Ok. Voilà. Ok. Je te trouve très courageux de dire ça devant le micro, quoi. Non, pas du tout, au contraire, justement, parce que j'adore le black et en même temps, de toute façon, si un mec est persuadé qu'un SM57 dans sa pièce, ça va faire son album, il s'en fout de mon discours. Enfin, Oui, tu vois ce c'est que je veux vrai. dire. Non, mais oui. Bon, Oui, en fait, t'as complètement raison. finalement, ça s'adresse aux gens qui vont un peu dans mon sens, quoi. Je sais pas si t'as écouté. Comment il s'appelle ce groupe alors, excusez-moi pour ceux qui parlent allemand, mais il s'appelle Der Weg eine Freiheit. Oh, non. Ouais, c'est un groupe allemand de black ils ont fait un album qui s'appelle Finistère, F-I-2-N-I-S-T-E-R-E, qui est un chef-d'œuvre du black, mais un chef-d'œuvre. Ça fait au moins 15 ans que j'ai pas appris une gifle pareille en black, et ils ont une production qui est à la fois hyper brute, mais à la fois ultra produite, quoi. Et j'adore la prod. C'est typiquement la prod que je sais pas faire et dont je rêverais de faire. D'accord. Donc, on Voilà. passe commande. Pour résumer, Du voilà, black. pour le studio Art Non, mais Music, n'importe quoi, mais- du black metal, de l'ambiance, archive. du archive, de la folk, on y va, quoi. Ouais, On y va. c'est ça. Du trash aussi. En fait, tout. Non, mais voilà, Oui, j'aime bien oui, varier. bien J'aime sûr, bien varier bien les sûr. plaisirs. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais quand même, pour te mettre en avant, parce que t'es quand même mon invité, il y a quand même des groupes qui viennent maintenant de très très loin pour venir chez toi. Ouais, ça commence, ouais. Ah oui, ça Ça commence. commence. La Bourgogne, c'est pas à côté. Là, on a les Death Decline, c'est ça, qui Death arrive Decline, chez tout toi à la fait, ouais. semaine prochaine. Donc, nous enregistrons cet épisode le 17 octobre. Ils arrivent chez toi la semaine prochaine, c'est bien ça? Ils arrivent chez moi dans 2 jours, Et après-demain. ben voilà. Et ben voilà. Voilà, tout simplement. Ouais, mais j'ai eu des déclines de Bourgogne, j'ai eu Atessio qui venait de Lille, j'ai masterisé un groupe finlandais, j'ai un groupe qui vient de Londres. En tout cas, bravo Euh, parce que t'en es arrivé là, quoi. Là, t'es booké sur 1 an. Bah, en fait, C'est trop ouais, bien, quoi. C'est incroyable. c'est- dit comme ça paraît fou. Et en fait, quand tu y es, tu te dis c'est pas si fou parce que tu vois le cheminement se faire petit à petit. Alors oui, je suis très content de me dire que j'ai cet apaisement, de me dire bah, le studio il est booké, ça va aller. Cette année, j'ai essayé un concept incroyable, c'est les vacances, Waouh! qui est je crois les premières que je prends depuis je pense 4 ans, si je dis pas de conneries. Voilà. Pour revenir à la question initiale, du Oui. coup, de comment faire pour réussir dans le studio, bah bosser, parce qu'en fait, il y a, il y a tellement de paramètres apparemment tu as des questions sur le matos après, on va en Oui. parler aussi, mais, Plein. mais le meilleur matos, le plus grand matos, c'est ton expérience. C'est vraiment ton expérience. Je dis pas que c'est inutile d'avoir du NIV et compagnie, loin de là, mais comme dirais, je vais reciter ce fameux Brett qui disait si ton album sonne pas, c'est pas la faute de l'ordinateur. Voilà, donc vraiment entraînez-vous, travaillez avec n'importe qui. Prenez tous les projets, même si ça vous plaît pas, il y aura toujours une expérience d'éditing, de compréhension, d'expérience, de ce genre de choses. Essayez de gagner 3 francs 6 sous à droite à gauche et dès que vous pouvez, investissez. Du coup, la question de l'investissement, après, c'est aussi des locaux parce que, comme je disais, j'ai commencé dans 22 mètres carrés. Aujourd'hui, je suis dans. Attention, c'est vrai ce que je vais dire, je suis dans 66,6 mètres carrés. Ah bah alors mais ça s'invente pas. Et c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, c'est simple mesure une fois travaux finis. Et ça coûte. Voilà, c'est quand même un investissement. Personnellement, j'ai choisi de faire ça dans un bâtiment sur mon terrain d'une villa que j'ai acheté. Donc en fait, le studio a été acheté en même temps que ma maison. Mais en gros, je me suis endetté sur 25 ans pour ce projet-là, quoi. D'accord. Donc il faut avoir les couilles de le Ah faire. oui, c'est clair. De temps en temps, je claque un peu du fessier, hein, quand même. Ça fait peur parce que c'est des charges et tout. Mais voilà, faut tout prendre. Prends tout, gagne ta vie tant que tu peux avec ça. Pense pas à un plan B, vas-y direct et c'est parti, quoi. Et surtout. En fait, quand tu dis pense pas à un plan B, c'est plus ne pense pas à un plan B dans le sens je vais pas aller m'enfermer dans un bureau pour travailler. C'est plus ça. Parce que par exemple, un jeune, un plan B un jeune qui veut se lancer, il peut très bien se dire je vais faire un peu d'événementiel sur le terrain en attendant ou des cachets dans les bars quand t'es musicien. Oui, ce que je veux dire, voilà, c'est trouver un plan B qui te permet d'avoir tes journées libres au cas où tu as un client qui se présente, bien sûr. Oui, la solution des tech et des autres roadies,
ou un G live laisse aussi cette opportunité. Et ça peut faire de l'expérience. Mais après, l'expérience live et studio, je trouve ça tellement différent. Oui, je pense que ça n'a rien à voir. Je suis en train d'expérimenter ça en ce moment et je m'arrache les cheveux, pour être sincère avec Ouais, toi. je Je sais. t'admire. Le studio, toi, c'est ta vie, c'est ton travail. Je t'admire énormément parce que là, j'ai 7 titres Merci. à mixer. Et honnêtement, bah, C'est dur, hein. je piétine. Et j'ai pas peur de le dire au micro et je vais même pas le couper parce qu'en fait, il n'y a pas de honte. C'est pas mon travail. Et même déjà que dans mon travail, je dois apprendre tous les jours. Mais alors là, mixer, c'est un truc. C'est la prise, c'est tout. Et à l'inverse, hein, enfin, les rares fois où des groupes m'ont demandé de les mixer live après de passer au studio, honnêtement, je suis une brêle. Mais alors, un truc. Mais mais même, tu sais, c'est ce constat terrible de mixer un groupe live et t'es là, tu te dis putain, qu'est-ce que c'est de la merde ce que je suis en train de faire, c'est terrible, ça sonne pas. Et Alors, parce que l'approche est pas la même, à quoi. contrario, c'est très très dur parce on a un dénominateur commun, toi et moi, et que je trouve que c'est marrant de le partager avec nos auditeurs, c'est que tu as enregistré un groupe pour lequel moi j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois. Il me semble Qui d'avoir le était souvenir, Swarm, de Swarm, ouais, on t'avoir travaille toujours eu ensemble. dans la salle pendant que j'étais censée les mixer. Et je peux vous dire que quand il y a le mec qui a fait l'album du groupe pour lequel vous bossez, qui est là dans la salle, et que t'es une petite jeune, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas 10 ans d'expérience, et ben, comme tu dis, j'ai claqué des fesses un petit peu, hein. J'étais pas sereine, Ouais, hein. bah c'était bien, c'était bien. Alors pour le coup, ça sonnait bien, Swarm. Franchement, ça sonnait Merci bien. beaucoup. De mémoire, ça manquait un peu de caisse claire, mais je crois que j'ai dit à Ah Trif, tu oui. peux lui dire Ah, mais discrètement. moi, je suis timide de la Mais, caisse claire, c'est encore quelque chose sur lequel je dois bosser, clairement, clairement. c'est très facile la caisse claire. Ah, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais je pense que c'est un point de vue de batteur. Non, c'était très bien, c'est très bien. Le live, en fait, il y a des. Euh, Quand je vais voir un ingé live, et pour les rares fois où je l'ai fait, je- si je le connais et que je me permets, je donne mon avis, mais si je vois qu'il galère, je sais qu'il y a une raison derrière qui est autre que sa volonté. Ça peut être une acoustique dégueulasse, ça peut être un groupe qui joue mal, ça peut être un placement de micro à l'arrache, ça peut être des milliers de paramètres, ça peut être une console où il n'y a pas assez d'entrée. Enfin, je veux dire, c'est un peu facile d'arriver dans un live, juger directement et dire ah bah c'est de la merde. T'as envie de dire ouais, mais tu sais pas ce qui a fait que le cheminement qu'il en est arrivé à ça Mm. aujourd'hui, quoi. Après, c'est vrai C'est qu'avoir des conseils, par exemple là dans ce que je viens de raconter, moi je les prends parce que c'était le papa de cet album, enfin de l'album que j'étais en train de mixer. Donc pour moi, c'est avoir des conseils de la personne de qui ça vient, enfin du créateur, disons, enfin du... Non, pas du créateur, tu vois, mais tu j'ai vois ce compris, que mais je le mot veux me dire, fait rire. voilà. Bien sûr. Bah, c'est super enrichissant en fait parce que peut-être que toi en live bah toi t'es studio, moi je suis plus live, mais en tout cas le but c'est que les gens ils entendent en live ce que toi t'as fait en studio, tu vois, donc quand même. C'est un album, c'est une œuvre que tu construis. Euh, un studio, enfin le live, c'est vraiment le groupe qui joue. Pour moi, un studio, c'est là où tu vas. Enfin, je veux dire, on va arrêter de se mentir, mais combien de groupes quadruplent leur guitare, font des drops, mettent des tricks Oui, sur la batterie. Je veux dire, oui, il faudrait 4 guitaristes, 5 bien sûr. chanteurs sur scène des fois pour faire ce qu'ils veulent. Tu vois, à un moment, faut réserver les choses Oui. à leur place. Voilà. Pour moi, le studio est vraiment une œuvre que tu construis et le live va être plus une énergie que tu donnes, si je puis m'exprimer Bien sûr. de cette Ouais. façon. Mais ouais, pour moi, je distingue les deux. Donc, d'un point de vue de studi, c'est du mien. Si tu remixes ce soir, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu estimes nécessaire Il sur faut le moment, surtout te faire ce soucie que pas de eux ils l'album. ont envie que je fasse. Ouais, mais bon, ça, ils seront jamais en face de la façade pour le vérifier, si tu veux. Donc fais comme tu le sens, quoi. C'est Fais clair, comme c'est tu le clair. sens. Ok. Alors, moi, on va passer à ma partie préférée. Enfin, non, alors je dis ça, mais en réalité, j'aime trop poser des questions. J'aime trop vous écouter. Donc bon, bref, on va quand même parler de matos parce que moi, je suis un peu toquée du matos. Donc, on va passer à cette partie-là. Et on reviendra un Ok. petit peu ensuite sur la carrière et compagnie et sur plein de choses. Tout ce que tu veux. Pas de problème. J'adore poser cette question. C'est la question qui tue. Je pense peut-être même qu'on va inventer un jingle carrément avant que je la pose. S'il ne Le devait micro à rester garder, le. qu'un seul micro sur Terre, lequel tu gardes? Qu'un seul micro sur Terre.
Je peux pas deux. Non, un seul, c'est terminé. Il n'y en a plus qu'un seul. On est dans un monde post-apocalyptique. Il reste une usine de ton fabricant préféré. Il n'y a plus qu'une seule chaîne de production. C'est ce micro-là. Putain, c'est dur Ah comme ouais, elle est réponse. dure, hein, cette question. Non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est dur. Parce que j'ai envie de dire le SM57, parce qu'effectivement, tu peux tout faire avec un SM57. Encore une fois, on n'est toujours Mais- pas sponsorisé par Shure. Non, mais d'un autre côté, le micro avec lequel j'enregistre ma voix aujourd'hui est un C12 de chez Griffon Microphone. D'accord. C'est un GMT12 qui est une espèce de réadaptation en fait du C12. En fait, c'est un micro que j'aime sur absolument tout, sur toutes les sources, sauf le câble guitare. Donc du coup, si j'ai qu'un C12 de chez Griffon, je peux pas enregistrer de guitare électrique. Parce que j'aime tout sauf la guitare. Alors que le SM57, je pourrais techniquement faire tout, mais il fera tout un peu moins bien que le C12. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc la question est un peu complexe. Mais oui, je pense qu'avec un SM57, d'ailleurs, avec Triff, que je connais bien du coup, on s'était lancé un défi de faire un album avec que des SM57 sur absolument tout, quoi. Overhead, grosse caisse, caisse claire. Ça se tente, hein. Franchement, ça se tente. Mais je sais pas où ça en est, j'ai pas le temps, mais franchement, un jour, je pense que je le tenterai. S'il y a malheureusement un autre confinement, je pense que si je m'ennuie, je ferai un album de black metal au SM57 du début à la fin, juste pour voir ce que ça donne. D'accord. Donc, ouais. Donc le C12. Le C12. GMT12 en fait. Oui, c'est ouais. le GMT12 de chez Akash. Griffon. Ah oui, pardon, excuse-moi. Griffon microphone. Oui, Griffon microphone. Tout à fait. Ok. D'accord. Je Yes. sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ta suspension, moi j'ai pensé que c'était un AKG comme ça de. Non, ouais, alors c'est la suspension. D'ailleurs, Samy, si tu m'écoutes, parce que tes suspensions, celle-là avec les vis, je te l'ai dit 200 fois, mais il faut mettre des suspensions avec des papillons. C'est beaucoup plus pratique. Non, ce micro est incroyable. Je dis pas ça parce qu'effectivement, je suis endorsé par Griffon Microphone. J'en ai avoir 11 ou 13, je crois, de micros chez eux. Mais c'est un peu pour la même raison avec IGS. C'est parce que je suis fan de Griffon que tu as été endorsé et pas endorsé parce que et pas l'inverse. Et pas l'inverse, oui. Parce que j'avais que ça. Ouais, tout à fait. C'est bref, voilà. À cette promo. Non, Griffon, c'est vraiment excellent. Mais ouais, le C12. Mais dernièrement, il y en a un autre qui vient en tête au studio, qui est un 247, qui est une copie pas une copie, une adaptation, encore une fois, d'un U47 qui commence à prendre le dessus sur mon amour du GMT12. Mais bon, bref, voilà. Toujours de chez Griffon? Toujours chez Griffon. En fait, Griffon, c'est une marque qui s'est... ils ont fait un micro très connu qui est le Fuzzyphone, qui est une espèce de micro avec un transformateur au germanium à l'intérieur qui peut donner une saturation si tu veux dedans. Et ce petit micro a fait un petit buzz et du coup après il a développé un peu d'autres choses. À savoir que Griffon c'est en Bretagne, à Saint-Brieuc, d'où le nom Griffon parce que c'est le symbole de Saint-Brieuc. Et quand j'ai déménagé studio, il m'a dit il faut que tu testes mon GMT12, il est fabuleux. Et au moment de déménager, il m'en a donné une paire à l'essai en fait au studio. Et non seulement je l'ai gardé, mais j'en ai racheté une deuxième paire derrière, en fait, tellement j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, on est resté en communication et on est devenus copains, voire amis, je pense on peut le dire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à les comparer. Alors j'avais tout ce qu'il faut au studio, hein. J'avais du Neumann, j'avais du Flea, j'avais du Wunder, microphone, machin. Et en fait, à force de faire des AB, je me suis dit, putain, non seulement je préfère les Griffons, mais en plus, en revendant tous ces micros à 3-4 000 balles, je peux m'en faire un parc entier de Griffons qui était derrière, quoi. Du coup, le calcul a été vite fait et voilà, quoi. Si je peux donner une petite référence pour les auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Griffon, nous avons un de nos collègues de chez Out of Phase qui s'appelle Jean-Baptiste Co, qui travaille avec moi sur ce podcast, qui a fait un petit workshop des micros en général, et on a parlé un petit peu de Griffon, notamment parce que c'est une marque française et compagnie. Voilà, donc s'ils veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de Out of Phase et vous trouverez des informations sur Griffon. Excellent. J'irai voir, tiens, pour le coup. Je savais même pas que vous aviez fait ça. Ouais, on a fait une petite plateforme collaborative qu'on essaie de maintenir en vie. C'est pas toujours évident, surtout que maintenant il n'y a plus le confinement et compagnie, mais on essaie de faire au mieux en tout cas. Alors, pour rester dans le matos, je vais te donner un petit schéma. Donc, tu as une batterie qui comprend un kick, 2 tomes, un tome de basse, une caisse claire. Allez, on va mettre un charlet, une crash et quelques cymbales. Quel est ton kit de prédilection pour enregistrer ça? Mon kit micro ou mon kit batterie?
Parce Alors, que la question n'est pas la même. Kit micro global. Ou les deux. Voilà, ça comprend le kit batterie également. Enfin, pour les micros, je veux dire. Micro, caisse claire, ça va être. Bon. Ah ouais, la grosse surprise. Non, c'est pas un SM57, c'est pas vrai. J'utilise très souvent un. Putain, j'ai plus la référence. C'est un Mictech DM10, je crois. Qui est un micro qui est très très laid, avec un logo abominable dessus. Et qui, et qui, en fait, en sonorité, s'avère être exactement comme un SM57, mais avec moins de repisse, un peu plus directif sur le truc. Pour te dire, je l'ai même présenté à Andy Wallace quand je suis allé faire les Mix with the Masters. Pour ceux qui. Andy Wallace, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de préciser. Et je lui ai fait écouter mes prises et les deux micros, il ne voyait aucune différence. Il m'a dit, mais c'est quoi la différence entre ta piste 2 et ta piste 3? Je dis, bah c'est pas le même micro. Il a fait, ouais, c'est fou. Je dis, ça c'est un 57, ça c'est le Mictech. D'accord. Donc le Mictech, c'est un micro à 100 balles, je crois, tout pété. Et c'est vraiment sur une caisse claire du moins exactement un SM57, mais plus directif. Donc ça, c'est vraiment un micro que j'adore. Mais si je n'avais pas ça, j'irais au SM57. Voilà, ça faut pas se mentir. En dessous, je mets toujours un statique. Généralement, c'est les Shure, les KSM. Non, c'est KSM ou KM? Putain, ça craint. Alors, c'est les 141, 137, 141, je crois. Voilà. De mémoire. Parce que oui, il y a. Pour les auditeurs, il y a les KSM. KM et il y a aussi les KMS. C'est pas la même chose. Ah ouais, oui, d'accord. Oui, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais il me semble que tu as la bonne référence. Okay. KSM 137 ou KSM 137 ou 141, en fait, du moins toujours un statique, parce que la repisse grosse caisse, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout. En fait, il y en a beaucoup moins que ce qu'on peut penser sur le micro du dessous. Faut vraiment pas avoir peur d'en mettre. Et pourtant, je laisse bien 4 doigts, c'est mon référence, 4 doigts de distance entre le timbre et le micro. Donc vraiment, ça me gêne pas du tout. Micro tomes, j'adore les Audix D2 et D6. Quoique, j'ai même essayé sur une batterie à 2 tomes, j'ai essayé 2 D6 sur les 2 tomes, sur l'album de Gorgone. C'est fabuleux. D'accord. C'est un peu gros, ça fait un peu chier pour la place sûr, et machin, donc faut que le kit soit un peu aéré, mais le D6, même sur les tomes médium, alors c'était un 12 et un 14, donc c'est passé sur les deux, ça marche remarquablement bien. J'ai oublié de dire, la caisse claire, généralement, je mets un troisième, un SM57 à presque 20 cm au milieu, entre la peau de frappe et la peau du dessous. D'accord. Je trouve que ça peut servir à donner du réalisme à la caisse claire si, pour une raison X ou Y, la frappe donne quelque chose de un peu too much. C'est un micro que j'utilise pas toujours, mais j'aime bien le placer pour l'avoir. Donc SM57, pas de grande surprise. Overhead, GMT12. Renfort d'overhead, GMT12. Des fois j'en mets 4 si le kit est vraiment très très gros. On pensera à Monsieur Butch de Hacavel avec la batterie la plus l'usine avec 7 tomes, je sais pas, 10 ou 15 cymbales, 2 grosses caisses, 2 caisses claires, enfin c'était n'importe quoi. Donc là tu es obligé de couvrir avec 4 micros tout le set. Donc GMT12 en room. Alors on n'a pas parlé du kick, on va faire le kick. Alors le kick, ça dépend de mon humeur, je n'ai pas de préférence. Aucune. Des fois je mets un bêta 52, des fois je mets un D6, des fois je mets un 91 de Shure, mais la capsule elle a cramé il y a dernièrement, je sais pas pourquoi. Il y a que le D12 que j'aime pas trop. D112 pardon, parce que le D12 on me l'a prêté, j'aimais bien. Parce qu'en fait je trouve que c'est un micro qui nécessite trop de travail en fait pour. Ça marche hein, mais il faut rentrer à coup de 15 dB dans les EQ, bon, voilà, ça me plaît un peu moins. En kick-out, je mets le fameux Griffon 247, que je mets assez loin quand même. Je cherche pas du tout à avoir la résonance de la peau, mais je cherche à avoir une ambiance de grosse caisse lointaine. D'accord. Je le mets à 1 mètre de la peau de frappe à peu près en général. D'accord. Wow. Ouais. Après, en fait, je le gate, on va faire parler un peu technique, mais je le gate avec un déclenchement du micro attaque en fait. Donc en fait, il est ouvert que quand la grosse caisse. D'accord, ok. Joue en sidechain si tu veux. Ouais, bien sûr. Ce qui me permet d'avoir ce côté plus réaliste en fait du kick. Super. Qu'est-ce qu'on a fait? Les tomes, les overheads, les charlets, j'adore le SE3000 de AKG avec une capsule 91. Mais là j'ai rentré un M160 BR il y a pas longtemps, il paraît que c'est fabuleux, donc je vais essayer après-demain, je te dirai, ça se trouve mon avis va changer. Il y a soit ça, soit les Octava MK012 qui sont très très bons.
honnêtement, pareil, j'avais des Neumann, les 184 à 1000 balles la paire. J'ai comparé avec mes Octava. Honnêtement, ça vaut pas la peine de dépenser 1000 balles dans une paire de Neumann. Les Octava sont fabuleux Ouais, derrière. j'avais eu un écho comme ça aussi. Ouais. J'ai des très bons C'est échos oufissime. de cette marque aussi, ouais. Je crois que c'est 250 balles la paire, un truc du genre, Oui, c'est vraiment pas cher. sur Thomann. Vraiment, vraiment pas cher. Et ça marche de ouf, quoi. Je pense que euh, je m'en sers aussi en room, batterie, en XY ou RTF au-dessus de la batterie. Je m'en sers aussi en micro room phare, donc vraiment très très loin. Ça marche, j'adore ces micros, les Octava, c'est fabuleux, quoi. Donc Ride Charlie, je prends toujours ces AKG en room, souvent les Octava ou les GMT12 selon s'il m'en reste ou pas. Et en vraiment très très loin, en fait, faut savoir qu'à côté du studio, j'ai un petit garage de 20 mètres carrés qui est complètement isolé. Et je pense essayer de mettre des rubans un peu là-dedans pour avoir le côté très très lointain, vraiment très très sombre du... Ça, c'est une expérimentation que je vais tester là D'accord. prochainement. Ok, ok. Mais voilà. En gros, le kit, ça sera à peu près ça. En termes de batterie, une Star classique, Tama, parce que j'adore ça. Si j'avais les moyens, j'achèterais une recording custom de chez Yamaha. Et par contre, caisse claire, Ludwig. Voilà. Il n'y a aucune discussion possible. Supraphonique, Black Beauty. J'ai rentré au studio une Black Beauty dernièrement. J'avais la même caisse claire depuis des années, une Gretsch que j'adorais, qui a au moins fait 80% de mes albums. Euh, je ne jurais que par cette caisse claire. On m'a dit, ouais, mais c'est une Black Beauty, ah, mais c'est 1000 euros, est-ce que c'est très cher? Ouais, mais bon, quand même, machin et compagnie. Et un jour, je me suis dit, allez, vas-y, essaye. J'ai fait AB, j'ai revendu la Gretsch. Aussi bonne soit-elle, c'était une excellente caisse claire, mais la Black Beauty, là, enfin, c'était. On est au-dessus, quoi. Voilà, pas de discussion possible. D'accord. Et pour Voilà. enregistrer tes guitares? SM57. Et en matos micro, tu Oui, veux bien dire, hein. sûr, oui. Ouais, 57 avec un 421, j'aime beaucoup les couplets parfaitement en phase les deux. Plus rarement, si je vais faire un truc plus rock aussi d'ailleurs, j'ai utilisé un ruban. Donc j'utilise beaucoup le Voodoo de chez SE Electronic. Euh, mais là, le M160, du coup, va s'y prêter. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un SM57 sur un câble guitare. On a beau faire ce qu'on veut, et finalement, dernièrement, je me suis offert un petit gadget de chez. Comment ça s'appelle? Ah, merde. Le pied de micro qui bouge tout seul, là, que tu peux télécommander. Tu connais pas Non, ça? pas du C'est tout, mais incroyable. rien que tu me dis ça, je suis déjà hypée. Voilà. Ah, merde. On peut dire merde, hein, tu m'as Oui, dit, oui, il n'y a pas oui, de on peut problème. dire non. Ouais, merde, fais chier. En fait, le concept est assez simple, c'est juste que c'est un pied de micro que tu peux contrôler par une application ou par un plugin, tout simplement. Euh, qui en fait, alors selon le modèle, tu peux faire droite-gauche, tu peux faire avant-arrière, tu peux aussi diriger la capsule avec plus ou moins d'angle. C'est Dynamount, Dynamount. Voilà, donc voilà, tu mets ton SM57 dessus ou le micro que tu as envie, et du coup tu peux vraiment tout régler avant, arrière, machin et compagnie, et tu peux même avoir une option qui te permet de faire un blind test, c'est-à-dire que ton micro tu le places sur, tu mémorises 6 endroits dont tu es fan, et tu lui demandes de mettre le blind test sans te préciser quel placement c'est, Ah, c'est trop bien. et du coup tu écoutes les positionnements. Ouais, c'est génial. Honnêtement, c'est un peu cher, parce que pour celui qui fait toutes les options, on est dans 700 € quand même, c'est pour placer qu'un micro quand Oui, même, oui, hein. oui. Ça, Ouais, ouais, voilà. ouais. Mais alors moi j'ai que celui qui fait que droite-gauche, mais t'en apprends beaucoup sur le placement de micro d'un SM57. Notamment, j'ai trouvé que le tout le monde dit qu'il faut mettre le SM57 sur la jonction du cône avec Ouais, du ouais. dôme avec le reste du cône. Et ben en le plaçant, en le déplaçant et en me fiant qu'à mes oreilles, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que je voulais, quoi. Vraiment pas. Il est beaucoup plus décentré que ce que je pensais, quoi. Pour vraiment avoir ce que je veux, quoi. Donc SM57 en technique Fredman ou en technique seul, couplé à un 421. Des fois le voodoo si je fais quelque chose de plus rock, mais honnêtement 90% du temps ça finit avec quasiment que le SM57. D'accord. Ok. Et Quasiment tout le temps, ouais. pour tes voix, par exemple, tu vas choisir selon la tessiture du chanteur ou de la chanteuse? Non. Non, ou tu restes toujours sur le même modèle? Je... Le seul paramètre, en fait, j'ai quasiment toujours le C12 de chez Griffon, mais en fait, il a d'autres variantes. Il y a donc le 247 dont je te parlais, et j'ai aussi un 49 qui est donc tout simplement une inspiration du Neumann du 49.
Euh, En fait, le grain, je m'en soucie pas trop. Je suis plus inquiet d'aller chercher les micros qui sont plus ou moins sensibles en fonction de la voix, aux sibilances et au peu et au s. Même s'il y en a un qui est moins chaleureux, mais qui a moins de S et moins de P, je vais le privilégier à un micro qui sonne plus chaleureux avec plus de S. En fait, je vais surtout chercher à éliminer les problèmes plus qu'à embellir la voix. Je sais que ça paraît bizarre, mais euh, Bah, voilà, on va dire, la voix pour moi, c'est si t'as pas de problème, tu peux faire ce que tu veux voilà, en fait, avec. si ta prise, elle est propre, après, tu auras tout le loisir d'embellir ta voix ensuite, en fait, une fois que ta prise est faite. Ouais. Alors après, je suis pas un grand. Alors pour le coup, on va parler matos. Je sais que le matos c'est pas essentiel, évidemment. Je trouve que dans le cadre de la voix, c'est difficile de faire autrement. À part quelques exceptions comme un SM7 qui quand même nécessite un peu de travail dessus. En fait, je défends très très fortement la prise plus que le mix. Vraiment, euh, Mais en fait, ça m'est arrivé oui, mais c'est de. normal. Enfin, je trouve ça normal, au final. C'est la base, c'est la base. Si tu fais une mauvaise prise, bah déjà, tu pars avec une mauvaise fondation Un pour handicap, construire ouais, ta maison, en fait, tout simplement. Donc, c'est bien bien sûr. d'avoir. C'est-à-dire que par là, je traite beaucoup, beaucoup, beaucoup à la prise. Je compresse, j'EQ, mais c'est jamais des grands mouvements. En fait, je vais vraiment me faire chier à chercher ce qu'il faut à la prise. Ça m'est arrivé des fois de mixer pendant 5 heures et me dire merde, si tu touches à rien dans tes prises, c'est mieux quoi. Donc repars à zéro sur le truc. Ouais, donc je sais plus comment on en arrive à parler de ça, mais ouais, non, le choix du micro, je m'adapte pas particulièrement. Alors après, le GMT12 est particulièrement généreux avec le nombre de voix différentes. Après, t'as 1 heure et demie devant toi encore, mais S'il faut, je ferai c'est 2 épisodes pour toi, hein, je me gênerai pas, hein. S'il y a besoin, je le ferai. c'est j'ai une conviction profonde en fait que euh, comment expliquer ça simplement. En fait, une voix est une voix, une caisse claire est une caisse claire. Si tu veux, je pense que tout est question plus de fréquence, plus que de question de grain. D'un point de vue technique, bien sûr, et le grain joue, ça ne me fait pas dire ce que j'ai pas Oui, dit, oui, mais bien sûr. Oui. si tu veux, quel que soit l'ampli guitare, je vais le prendre comme ça, quel que soit l'ampli guitare, le SM57 va marcher devant. Parce que le SM57 a une réponse en fréquence qui est très adaptée à la guitare. Quel que soit ton ampli, quel que soit ton cab, quel que soit le speaker qu'il y a dedans, la guitare choisie, finalement, le SM57 va être ce qui va plaire quasiment tout le temps. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il répond bien aux fréquences demandées par la guitare. Au même titre que pour la voix, eh ben, je pense que des micros sont adaptés pour les voix, et quel que soit le grain de la voix, finalement, c'est quand même très rare d'avoir une fondamentale en dessous de 250 Hz sur une voix, bon, sauf si tu enregistres Barry Oui, White, j'allais on te va dire, dire, évidemment. oui, en effet. Euh, ouais, non mais voilà, mais à part quelques exceptions, si tu veux, où des micros vont plus ou moins marcher, je pense la question est juste de trouver un micro qui fonctionne avec tout. Je sais que dans le métal, les gens adorent le SM7, tout le monde s'en sert. Moi, je considère qu'une voix est une voix et je mets un statique devant et ça marche très très bien quoi. Ça marche vraiment très très bien. Voire même, je trouve que le SM7 est, euh, est pas si formidable. Après, c'est vrai que le SM7, si je peux me permettre, il n'est pas utilisé. Enfin, c'est pas que dans le métal où on le voit tout le temps. Non, non, bien sûr. Non, Vraiment, non. ce micro, il Mais revient il est tout le apprécié. temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Que ce soit même pas pour que de la musique. Il y a même des youtubeurs qui l'utilisent. C'est un peu un micro star quand même. Ça et les Ouais. Blue, enfin ça c'est plus pour les youtubeurs, mais les Blue machin. Le Là, Blue. ouais, les Blue, les micro Blue là, tu sais. Ouais, ouais, j'adore ces micros. Voilà. J'avais un Kiwi à l'époque, c'est un fabuleux micro. Voilà. Alors, la question que j'aimerais te poser ensuite, quelle a été ta première console? T'as déjà posé cette question à d'autres. Oui, tout à Ma fait. première console, ça a été une Behringer pour Ave, comme je disais dans ma chambre d'étudiant. Euh, Après, j'ai eu une Midas. Oh là là, le modèle m'échappe complètement. Je suis pas un console guy, comme on dit. Je suis pas un console guy. En fait, quand j'ai eu au studio, j'ai une Soundcraft 8000 pendant un moment, une 40 tranches. En fait, c'était juste que, comme je changeais de studio, je savais que j'allais avoir besoin de plus de préampli parce que je voulais faire de la prise live et ce genre de choses. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'investir un pléthore de préamp et d'EQ, c'était d'avoir une console. Finalement, la console, je l'ai eue. Au fur et à mesure du temps, j'ai racheté des préamps externes parce que je suis un fan des 1073.
J'ai eu des EQ, je suis passé chez UAD, chez Antelope, j'étais endorsé Antelope pendant un moment. Et ces deux systèmes permettaient d'avoir des EQ à la prise avant de rentrer dans le Pro Tools. Donc finalement, je me suis retrouvé avec avoir une console 40 tranches où je me servais que de 4 tranches dessus ou 5 tranches. Je fais pas de mix analogique parce que j'ai trop de demandes. J'ai trop de groupes à gérer en même temps et je peux pas revenir sur des anciens mix. La sommation analogique, c'est pas quelque chose qui me convainc particulièrement, même si je reconnais que ça amène quelque chose, mais je trouve pas ça indispensable. Donc je me suis retrouvé avec cette console qui doit faire 200 kg, 2 mètres de large, 1 mètre de profondeur. Et voilà. Alors bien sûr, demain tu me proposes une Neve 88, j'ai pas de dire non, mais c'est pas le. Oui, en fait, il faut dire que c'est pas le projet, toi, tu as énormément de gears à la maison, en fait. Enfin, tu as énormément de choses. De périph', ouais. Oui, de périph', Beaucoup, ouais. Et donc, c'est vrai que je pense que on va te donner n'importe quelle console, tu feras le même travail. Ouais, c'est à peu près pareil. En fait, je pense que, pour les gens qui savent pas, qui me connaissent pas, mais je suis ce qu'on appelle, je crois, ce qu'on appelle un project studio. Je sais pas si c'est le terme juste pour ça. C'est-à-dire que j'ai pas la structure comme un studio type La Fabrique avec une console sans tranche, Nive et ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un studio dit professionnel mais sans console. Je crois que c'est ça qu'on appelle un project studio en fait, où je travaille sur un producteur desk avec beaucoup de périph' et ce genre de choses. D'accord, quoi. Voilà. ok. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est à vérifier. Hein. Peut-être j'ai une ânerie, mais voilà. Non, je suis pas console. Quand on vient chez toi, on n'a pas un espèce d'énorme bateau de croisière dans ta... Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il y a plus. Donc ça a été il y avait la Soundcraft. Ça a été un choix. Oui, ça a été un choix. Ça a été un choix, d'accord, ok. Bien sûr. Mais tu sais pourquoi le meilleur choix. Alors voilà, moi forcément j'avais envie de te demander pourquoi tu as fait ce choix. Putain, pour poser mon café, quoi. Non mais tu rigoles, mais une console c'est gros, c'est haut, ça a rien de pratique pour écrire des notes. Bon, il y a le café, mais il y a aussi ton contrôleur de monitoring qui est loin, il y a ce côté acoustique. Franchement, les gens ont oublié de le dire, mais acoustiquement, une console c'est une hérésie, quoi. T'as un plateau de 2,50 m carrés à 50 cm en dessous de tes oreilles, enfin tu vois, je veux dire, à un moment, quand je suis passé sur la console, mes focales que j'adore, j'ai mis vraiment longtemps à les retrouver à me réadapter à ma nouvelle écoute. Quoi. J'adore cet épisode, je vais l'appeler l'épisode de la Discorde. Vraiment, ça va être l'épisode débat. Non mais c'est super. Débat, ouais, c'est super, c'est super. C'est génial parce qu'en fait, là, tu balayes quand même pas mal de clichés. On a commencé avec le black metal. Où en fait où toi t'as un avis en disant à un moment donné il faut produire ta musique, c'est tout, et là tu nous dis les consoles et alors là c'est vraiment super, quoi. Mais ça va pas plaire à d'autres, mais en fait je pense qu'on vit un moment relativement clé depuis quelques années dans le monde de la production où on a largement prouvé que on n'a pas besoin d'avoir une SSL pour faire un très gros son, n'en déplaise à certains. Mais je sais pas, pour ceux qui connaissent et qui sont abonnés à Nail the Mix notamment, tu peux voir des mix faits par Jens Bogren qui est vraiment mon mentor, avec Andy Wallace et ce genre de choses. Frédéric Nordstrom aussi j'adore, Cole du studio Cole et Keller avec qui je travaille, pour ceux qui savent pas non plus, mais ces gens-là tu les vois mixer, ils mixent quasiment tout in the box à part Andy Wallace. Et franchement, je me suis fait une réflexion dernièrement où je me suis dit à quand ça remonte le moment où tu écoutes un disque où tu t'es dit là ça s'entend que c'est mixé sur une SSL. non mais ça s'est jamais entendu. Oui, non, mais faut arrêter des conneries. Oui, bien sûr, tu as raison. Après je comprends le plaisir d'aimer tourner les boutons, je comprends qu'un mec comme Andy Wallace avec qui j'ai fait le mix with the Masters, quand tu le vois, j'avais déjà dit tout à l'heure, ça fait un peu mec qui se la pète. Non mais tu as raison, raison. Le mec il mixe sur une console parce que ça fait 30 ans qu'il a sa routine de mixer sur sa console, et que je pense que tu le mets face à un plugin, et il va sûrement arriver à mixer, mais je pense qu'il sera pas à l'aise. Et si t'as les moyens, si t'as l'envie, si ça te plaît, mixe avec ta console. Si ça te plaît pas, fais sans la console. En fait, ce qui est bien, c'est que ça met en lumière encore quelque chose qui revient dans tous les épisodes, qui est ce qui importe, c'est pas le matos, c'est comment tu vas travailler. Comment tu t'en sers? Il faut un minimum, bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est pas une priorité. Et bon, là, moi, je viens parler avec toi d'un milieu que je ne connais pas, hein, tout simplement. Et tu vois, moi, j'aurais jamais cru qu'en fait, tu vois, moi, je pensais qu'en arrivant chez toi, là, le jour où je vais venir visiter ton studio, j'allais voir
grosse console. Non, il n'y a plus. C'est très très chouette. Et c'est un chouette message en fait. C'est un chouette message. C'est un chouette message, ouais. Alors le chouette message que je pourrais dire à nos jeunes qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, t'as pas besoin pour faire des productions d'avoir un matos dingue. C'est une bonne paire de préamps, juste pour couvrir basse, guitare, voix et n'importe quelle prise acoustique. La batterie, honnêtement, alors ça aussi, il y en a plein qui vont sauter au plafond. si t'as le luxe, non, enfin, tu vois, parce qu'ils vont dire, ouais, tu dis ça, mais chez toi, t'as plein de nives. Effectivement, j'ai 10 préamps 1073, c'est par IGS, c'est des nives si tu veux, c'est des préamps très haut de gamme. Ouais, en effet, oui. Mais honnêtement, à une époque, par flemme, je faisais des prises batterie avec les préamps de la console, hein, donc la Soundcraft qui est une console à 1000€ d'occasion les 40 préamps, hein, donc pas non plus machin. Ça m'a jamais empêché de faire sonner une batterie, quoi. Voilà. La batterie c'est bien si tu as les 1073 ou des API ou ce que tu veux, mais c'est pas indispensable. À partir du moment où tu as des overheads corrects, une caisse claire correcte, franchement une paire de 1073 et même des Focusrite, j'en ai un peu au studio pour compléter mes rooms là, je crois que c'est 200 balles les 8 préamps. Putain, j'adore ces préamps, quoi, ça marche vraiment bien. Donc voilà, oui, dans ce sens-là, c'est un bon message. Et du coup, pour revenir à la SSL, le seul avantage que ça a, c'est qu'effectivement, tu as 48 préamps, 48 EQ et SSL qui vont dedans. Est-ce que c'est indispensable ? Non. Est-ce que c'est cool ? Oui. D'accord. Voilà. Super. Bah ouais. Moi, Après, attention, tout ce que je dis, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Demain, il y a un ingé, il va me dire je suis pas d'accord avec toi, je dirais ok, c'est ton ressenti. Oui, bien sûr. Ça se trouve, il fera même des meilleures productions que moi, ou enfin peu importe, mais moi je le sens pas comme ça. D'accord, non mais encore une fois, c'est pas. Je viens pas parler avec mes invités pour savoir ce qui est le mieux à faire en fait. On prend l'expérience en fait. C'est souvent pris. On prend l'expérience, on écoute l'expérience et justement avoir plein d'avis différents. Bah, c'est super, c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. C'est souvent interprété comme ça, c'est pour ça que j'aime bien le préciser. Il y a aucune vérité tant que ça sonne en fait. Vraiment, il n'y a aucune vérité. Pour revenir à Andy Wallace, justement, où on était donc plusieurs stagiaires, on va dire, avec lui. Il y a un mec qui est venu qui était complètement débutant, qui avait des prises avec une Scarlett, je crois, et des SM57 et un micro AKG. C'est les premiers prix à 100 balles, quoi. Bah, il a filé dans les mains d'Andy Wallace. Putain, c'est fou, quoi. Ça a sonné la mort, mais la mort. En fait, si tu veux, il y a ce côté. Bien sûr, il n'avait pas un son type. En te voyant, je pense à Cabrel, Un samedi soir sur la Terre, parce que je l'ai écouté il y a 2 jours. J'adore la prod de cet album. Effectivement, avec une Scarlett et un SM57, il n'y arrive pas. Enfin, je pense. Ça me semble impossible. Mais ce qui était fort dans Andy Wallace, c'est qu'il a assumé ce qu'était la prise, avec ce côté un peu crade, un peu underground, on va dire, et il en a fait quelque chose d'incroyable, mais vraiment une production ultra assumée dans le sens de la prise, et ça c'est une grande clé, je pense, si t'as pas le matos ou les moyens, c'est d'assumer quelque chose d'un peu particulier qui peut en fait, ce que je veux dire, c'est que un son de guitare par exemple qui est très dégueulasse, si tu l'assumes pas, ça va passer pour une erreur technique. Si par contre tu fais en sorte que la prod sonne autour de ça, ça va sembler pour un parti pris que les gens risquent d'aimer, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Alors moi je risque de faire grincer les dents de pas mal de monde, mais c'est pas grave. En fait, ce message, on le trouve dans un livre que j'ai lu et que, bon, malheureusement, m'a pas appris grand-chose parce que je pense que je l'ai découvert sur le tard. Mais quand je me suis lancée, j'aurais adoré trouver un truc comme ça, un livre comme ça qui s'appelle Your Mix Sucks, tu vois. Sucks, par Marc Mozart. Exactement. Qui est en fait moi je l'avais acheté pour apprendre des choses en fait, c'est pour ça que si tu veux j'y ai pas trouvé ce que je cherchais dedans, parce que en fait ça s'adresse vraiment aux très 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 débutants, mais justement il a ce message de dire bah en fait quand tu vas commencer, tu prends les enceintes du Wi-Fi de ta maman, tu vas dans ta cuisine, tu vas pas t'acheter du matos, tu vas pas Enfin, il a ce message en disant voilà, c'est pas assume ton mix, assume ton matos, et surtout n'oublie pas que c'est pas le matos qui va faire qui va faire ton truc, ouais. Le technicien que tu es, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc, après, pour revenir à tes questions, quelle question tu t'attendais à trouver ? Quelle réponse tu cherches en fait ? Ah, moi je cherche. J'ai envie de te poser la question. Moi je cherche aucune réponse, faut savoir. Parce que, quand tu dis j'ai lu ce livre en espérant trouver des réponses, ou je sais plus ce que tu as dit. Ah, exactement. d'accord, tu parles de ça. Je croyais que tu disais par rapport aux questions que moi je te pose. J'allais dire, moi je. Ah non, bien sûr.
Bah, tout simplement parce que en fait, si tu veux, quand j'ai acheté ce livre, je pensais trouver des vrais, comment dire, des vrais conseils, des vrais partis pris au niveau des mix et compagnie. Et en fait, Your Mix Sucks, c'est vraiment un livre qui repart vraiment depuis la base de la base de la base et qui va parler des placements de micro. Donc sur ça, c'était quand même intéressant, tu vois, qui va parler de, de l'acoustique de ta pièce, qui va parler de plein plein de choses qui sont hyper intéressantes et qui m'ont appris des choses aussi. Mais c'est vrai que moi, je le recommande vraiment pour les débutants ou pour les professionnels. Il paraît que c'est bien, il paraît que c'est Ah très oui, non, bien. il est vraiment Ah, super ce livre, vraiment. Voilà, je cherchais pas quelque chose de précis en achetant ce livre, mais bon, moi j'ai été hameçonnée, on me dit Your Mix Sucks, c'est le nom d'un livre, je me suis dit bon, c'est cool, parce que ça parle de son et c'est pas pédant et c'est super et c'est ce qu'on veut, quoi. Donc, alors, pour voilà. revenir un peu à ce que tu disais, ça fait un peu sens. Je pense je fais partie des premiers euh, mecs à avoir pensé qu'il y avait des réponses. Je sais pas comment dire. J'ai longtemps cherché le son en fait. J'ai très longtemps. Je le cherche encore bien sûr, mais je veux dire, je me suis posé toutes les questions du monde sur les expérimentations, les trucs, les machins, etc., etc. Et à force de regarder les mix des autres, parce que je pense que c'est très intéressant d'ailleurs sur Nail the Mix, je me suis rendu compte que finalement, les meilleurs mix des autres et mes meilleurs mix à moi, au fur et à mesure de mon travail, on va dire, avaient un lieu commun, c'est qu'on n'utilisait quasiment rien. Si tu prends un mix de Andy Wallace, tu prends un mix de Jens Wogren, je les cite beaucoup, mais vraiment je les admire. En fait, tu regardes leur session Pro Tools ou leur console, bah, les mecs, ils ont un plugin par tranche. Voilà. Faut savoir qu'Andy Wallace, c'est un mec qui utilise les trois mêmes reverbs, enfin les deux surtout, et la troisième en option, et les deux mêmes délais sur toutes ses productions depuis 30 ans. Il n'utilise aucun périph' extérieur. Il utilise que les Q de sa SSL. C'est un moment. euh, on revient à ce que je disais tout à l'heure, l'expérience est beaucoup plus importante. En fait, si tu commences à avoir, à part des effets de correction, si ta prise est ratée pour des sibilances ou ce genre de choses, mais si ta prise est bien faite, si tu as plus de, je pense, 3 plugins par tranche, c'est que tu as vraiment un gros problème, quoi. Même un pourrait suffire. Même un pourrait suffire. Si tu prends une tranche SSL où tu as la compression dessus, Ça, je veux dire. c'est Mais un super conseil à donner, tu vois. Enfin, c'est... c'est. Ouais, parce que j'ai mis du temps à le comprendre, en fait. Et c'est en regardant les autres mixer. Là où ça m'a fait tilt, c'est donc encore une fois c'est ce fameux Jens Bogren. En fait, je l'ai vu mixer une grosse caisse en une minute, même pas. En une minute en t'expliquant ce qu'il fait, en t'expliquant ce qu'il est en train de faire. Et en fait, je me suis fait la réflexion simple. Je me suis dit, mais si quelqu'un est capable de mixer aussi rapidement quelque chose en te l'expliquant, c'est pas si complexe que ce que ça veut bien l'être. C'est pas Du possible. coup, ça me donne envie de te poser une question. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Parce que moi, je suis un peu dans cette idée-là en ce moment. Parce que, en fait, bah, j'ai bossé pour des gars qui m'ont demandé de faire des choses et j'étais en mode, mais non, non, je ne fais pas ça, moi. Non, 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 non. Enfin, en termes de mixage et live et studio. Et j'ai grincé des dents en le faisant parce que pour moi, c'était non. Et en fait, finalement, c'était oui, parce que ça déchirait, hein. Ça me concerne même pas, en fait, parce que moi, j'ai fait ce que les artistes m'ont demandé que je fasse. Enfin, j'ai fait les choses pour arriver au but, en tout cas, que eux ils visaient. Et en fait, ça marchait trop bien. Et du coup, moi, je me fais. Alors, je vais t'expliquer. Je me fais la réflexion que dans le son, rien n'est interdit, en fait. Parce que, tu sais, on a souvent tendance à dire, alors ça, faut que tu le fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça, tu fais du métal, c'est comme ça ton IQ, tu fais de la folk, c'est comme ça ton EQ. Euh, et en fait, non. Euh, Non, il n'y a pas c'est ça, il d'interdit, n'y a hein. pas d'interdit. Et moi, je me suis retrouvée, en fait, je t'explique, à couper tous les bas, mais tous les bas de mon mix. Parce qu'en fait, les gars, ils voulaient un son un peu Southern rock, tu vois. Quelque chose de vachement à l'ancienne. Ils voulaient un son des années 50, des années 60. Et donc, je me suis fait la réflexion, qu'est-ce qui fait la différence entre hier et aujourd'hui? Bah, à ce moment-là, il y avait très très peu de bas dans les micros. Donc, bah, j'ai cuté, j'ai cuté, j'ai cuté, j'ai cuté. Et les mecs, bah, ils étaient trop contents. Et les gens qui connaissaient le groupe sont venus me voir en disant, c'était trop bien. Parce qu'on avait l'impression que, bah, on était. En fait, quand eux étaient en train de jouer, ils savaient pas si le concert avait commencé ou si c'était bah, la musique que j'avais mis un peu fort pour annoncer le concert, la musique d'ambiance. Parce que, enfin, mais tu vois, par exemple, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois.
coupe les bas, mais jamais. Bah, en fait, j'aurais dit non, je le fais pas. Donc, est-ce que toi aussi, tu penses que, par exemple, dans les mix, peut-être même en studio, rien n'est interdit et en fait, il faut expérimenter, il faut essayer les choses. C'est marrant, c'est un débat qui me plaît en ce moment, j'en parle pas mal. Euh, oui et non. Ah, tiens, comme pour changer. Euh, je pense qu'il faut expérimenter, mais qu'il faut pas oublier que des mecs font du son depuis au moins 60 ans avant nous, Bien sûr. et que toutes ces questions, ils se les sont déjà posées, Oui. et peut-être même un millier de fois, Mhm. et que voilà. Donc en gros, oui, il faut expérimenter, mais il faut pas oublier que s'il y a des standards, s'il y a des choses qui se répètent, s'il y a des routines, on va dire, c'est qu'il y a quand même un fond de raison. Donc évidemment, je peux pas te dire non, n'expérimentez pas, ça serait tuer l'évolution du son, mais n'oubliez pas de bien maîtriser votre sujet de base avant de vouloir faire des choses qui sont un peu aberrantes. C'est Enfin, parce qu'on parlait de l'expérience de chacun, par exemple le micro guitare, le CM57, je pense que j'ai dû essayer au moins 50 micros différents sur des câbles guitare. Mais facile. À chaque album, j'en mettais en plus, je vais essayer ça, je vais essayer ça, putain, puis à la fin, tu dis, ouais, bah en fait, ouais, le 57, voilà quoi. Et puis tu regardes un live de Jimi Hendrix et tu dis, bah il y avait déjà un 57. Tu dis, c'est marrant, en fait, ça fait 50 ans, voire plus maintenant, qu'on savait que le SM57 c'était ce qu'il fallait. Bon, bien sûr, les styles évoluent, donc on était en droit de se poser la question, mais oui, enfin voilà, il y a des choses qui ont déjà été réfléchies avant nous. Donc l'expérimentation, oui, mais ça veut pas dire que faut faire n'importe Non, quoi. bien sûr. Puis de Bien toute sûr. façon, en expérimentant, il y a une chance sur deux pour que tu te retrouves à faire, en fait, ce que, bah, comme tu disais, ce que les mecs, que ça fait 60 ans qu'ils font du son, ils le font déjà depuis 60 ans, tu vois. Mais au moins, tu as expérimenté, tu t'es fait tes propres croûtes sur les genoux, comme moi j'aime bien dire, c'est une expression que j'aime bien. Et bah voilà, tu vois, genre, tu t'as essayé, ça marche pas, bon bah voilà. Mais Après, on est dans une époque où l'expérimentation est facile. Au pire, ça te prend du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut enregistrer des DI de basse, des DI de guitare. Tu peux facilement mettre deux micros sur une voix. Si jamais tout ce que tu as fait, c'est de la merde, tu peux au pire, hein, triguer sur toute la batterie, parce que les samples aujourd'hui sont quand même très très bons. Tu peux réamper ta basse, réamper ta guitare, et au pire, tu peux utiliser le micro A ou B de ton micro chant. Ça laisse quand même des possibilités d'expérimentation qu'on pouvait pas se permettre il y a 30 ans, quoi. Donc essayez. Après, si ça vous plaît, comme tu disais, il n'y a pas de règle. Si tu as envie de mettre un micro grosse caisse sur ton câble guitare et que c'est le son que tu veux, ben ok, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. En fait, j'hésite à lancer un autre débat là-dessus, Ah. mais parce qu'en fait, je remarque que beaucoup de groupes viennent au studio en me disant j'aime le son de ça, si tu veux. Mais à Ah. la fois ils veulent expérimenter, mais à la fois ils veulent le son de ça. Alors c'est un peu compliqué si tu veux comme démarche. C'est qu'ils veulent avoir un son qui est personnel tout en demandant l'influence d'un autre. Et du coup c'est un peu contradictoire sur le principe. Et du coup est-ce que bah, si tu sais pertinemment, par exemple quand un mec me dit je veux le son de guitare de lui, j'essaie de me renseigner sur le matos qu'il a utilisé. Souvent, bon, souvent c'est des 6505 dans des câbles Mesa avec un SM57, c'est pas une grande surprise, surtout dans le métal. Mais des fois il y a des exceptions un peu différentes et du coup tu te renseignes et tu te rends compte qu'ils ont utilisé autre chose. Mais c'est un peu aberrant de penser que tu vas débarquer avec une strat dans un Marshall Valve-State et que tu vas avoir le son d'un mec qui arrive avec une ESP avec des micros qui balancent comme le poing dans un ampli high gain 100 watts dans un 412 et à un moment voilà, assume ce que t'as ou sinon reparlons matos depuis le départ quoi. Enfin voilà, en gros c'est encore une fois je sais pas comment on en arrive à dire ça mais voilà, oui il faut expérimenter mais il faut que c'est du sens. Voilà, il faut que c'est vraiment un sens artistique derrière. Je pense que c'est là la part artistique du métier d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'aime bien là, tu vois, on digresse, c'est super parce qu'en fait, bah voilà, on apprend des choses et moi j'apprends énormément en fait quand je fais mes interviews, donc forcément, bah je te pose des questions que peut-être les gens qui écoutent Se pose, se ouais. posent en fait et du coup quand ça vient, bah je te pose la question. En fait, mais le plus dur à admettre, je pense, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en fait. En Exactement. fait, c'est le goût. Est-ce que c'est bon, tu vois? Comme si tu manges un repas dans un resto, on te le sert, bah, si c'est bon, la curiosité te fera dire comment il a fait, mais tant que c'est bon, tu t'en fous comment il a fait, quoi. Et bah, c'est un peu pareil. Un peu pareil. Alors, et là on va repasser un peu sur ta carrière et s'éloigner un petit peu du matos. Est-ce que tu peux me raconter ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? Mhm. Dans ta carrière, évidemment. Euh, J'en ai plein, hein. Honnêtement, j'ai plutôt très peu de mauvais souvenirs.
Euh, En fait, je me suis toujours amusé sur le groupe que j'ai produit. À part quand j'ai fait du rap, parce que c'était vraiment pas ma cam et que du coup, bah, il y a encore, le mec était plutôt sympa, euh, amusant, on va dire. Mais non, 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 j'ai que des bons souvenirs. Après, le meilleur, je pense que ça s'est situé sur la fameuse histoire, c'est peut-être pour ça que j'en ai parlé, avec September Again, où quand j'étais en concurrence avec Fred Duquesne, pour avoir leur contrat, on va dire, j'ai mixé en fait de manière très rapide, très fluide, parce que j'adorais le morceau qu'il m'avait donné à mixer. Vraiment, c'est un morceau que j'adore. Euh, le morceau s'appelle Superstition. Euh, voilà. Et j'ai kiffé travailler là-dessus. On m'avait prêté à l'époque un vieil Ecoplex, qui est un vieux magnéto à bande utilisé par les Pink Floyd, par un ami à moi très proche. Et du coup, je me suis amusé à faire des effets dessus, un peu à la Radiohead, parce qu'ils en sont pas mal servis aussi. En fait, j'ai pris un plaisir incroyable. Et généralement, quand t'es un peu, c'était il y a quelques années, donc j'avais pas le niveau technique et de connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je me suis dit j'ai expérimenté ça, mais je suis pas sûr de ce que je fais techniquement. Et en fait, à la fois je me suis éclaté, et à la fois le mix était arrivé en 2 heures, je crois, et tout sonnait et tout me plaisait, et le groupe a aimé. Et putain, et en fait, il y a une espèce de cohérence, si tu veux, entre la créativité et la technique, qui fait que putain, ça, tout a marché, quoi. Et je pense que c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs de son. Ouais. Ok. Et Peut-être un du de mes coup, meilleurs. est-ce Voilà. que je peux te demander ton pire Pire souvenir sans souvenir, que tu cites personne, ou est-ce que ouais, ouais, c'est ouais. trop C'était un. précis et Ouais. que du coup, même sans Ouais, pire citer, souvenir, c'est un c'est projet un d'un peu mec indélicat? qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, m'expliquer un peu comment faire mon métier. À la fin, je pense, n'a pas vraiment été très content. Non, mais si tu veux, tu as le droit de donner ton avis ou de m'expliquer, donner des directives si tu veux sur le. Aïe, Je aïe, comprends aïe. que des gens veulent m'orienter un peu là-dessus. Euh, mais je suis ni content du résultat, ni content de ce que j'ai fait. Et puis ça m'embête de repartir, que le client reparte à quelque chose. Donc je sais, la politesse a fait qu'on a arrêté de travailler ensemble, mais je pense qu'on humainement s'entendait pas. Si tu veux, c'est aussi cette expérience. Alors tu vois, peut-être que je suis quelqu'un de positif, mais c'est aussi ce qui m'a fait dire à partir de ce jour-là que quand les gens me contactent, je leur dis est-ce que tu as écouté ce que je fais? Est-ce que tu aimes ce que je fais? Si tu aimes ce que je fais, viens me voir. Si tu n'aimes pas, c'est que je suis peut-être pas l'ingé son qu'il te faut. Et ça, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire à ses clients. C'est qu'il vaut mieux avoir moins d'albums sur le marché, mais que tous sonnent comme tu as envie, plutôt qu'en avoir des centaines, mais par contre, il n'y en a aucun qui sonne comme tu as envie. Et où du coup, ça sonnera pas. Donc, voilà, je dis ça parce qu'il y a un groupe qui m'a contacté où le batteur m'a dit ouais, mais tu vois, tes batteries, elles ont un lieu commun, que ce soit du reggae ou du métal. Je retrouve quelque chose qui a commun entre les batteries. Moi, je veux un son comme ça, comme ça. Et j'ai dit tu prends le problème à l'envers. C'est soit tu aimes ma façon d'aborder la batterie et tu viens chez moi, soit si ça te plaît pas, ne me demande pas de. Je dis quand tu vas à un resto, soit tu vas parce que tu aimes le chef comment il fait et tu vas pas dire ouais mais j'aime bien ton plat mais fais-le comme ça. Oui. Non, ça marche pas. Mhm. Donc je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens en fait. Tu choisis un producteur par sa patte dans son truc. Ce qui n'exclut pas les. Oui, mais ça n'exclut pas les orientations bien sûr. Mais voilà, vous trompez pas là-dessus, les groupes, si vous démarchez, ne vous trompez pas quoi. Voilà. Donc voilà, mon pire souvenir, ça a été ça. Ok. Comment est-ce que tu vois l'évolution du son dans 10 ans, 15 ans? Je pense que ça va être constant avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on a beau faire des très bons plugins, on a beau faire des campers, des triggers, des machins. Je pense qu'il y aura toujours un moment où euh, le métier de producteur, comme on dit, va être indispensable parce qu'il y a l'expérience, il y a le goût, il y a la maîtrise et que. En fait, si tu veux, on vit un peu à une époque aussi où tout est tout cuit. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus, c'est que j'ai beau faire des vidéos, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé une chaîne YouTube que j'ai malheureusement pas le temps de D'accord. continuer parce que Qui était j'ai trop de boulot. super cool. J'étais Ouais. tellement hypée par ton projet. Ouais, Vraiment, c'est vrai que t'étais c'était emballé trop là-dessus. bien. J'ai pas le Mais temps oui. j'ai pas le temps de le suivre. À moins d'un autre D'accord. confinement, mais j'aurais pas le temps de. D'accord. Je suis cul à cul avec le studio, mais Et oui, en bien fait, si sûr. tu veux, je donne vraiment Tu peux pas te cloner. Non, je peux pas me cloner. Mais Eh oui. sur ces vidéos-là, j'ai vraiment donné tout ce que je fais au studio, rien de plus, rien de moins, aussi simple que ce soit. Je veux dire, tu viens me voir bosser. Je fais une masterclass là en fin novembre pour ceux que ça intéresse, mais tu viens me voir bosser à la masterclass où tu regardes mes vidéos. Il y a peut-être l'approche philosophique qui va changer, la condition réelle qui va changer, mais tu me verras pas faire des choses plus ou moins différentes techniquement, on va dire, sur la chose, quoi.
Ouais. En fait, ce que j'aimais avec cette chaîne, et c'est un peu le message que j'essaie de véhiculer dans le talkback de toute façon, c'est qu'en fait, ben, c'était encore une fois, c'était du son, mais pas prétentieux, quoi. Mais t'as pas besoin. Enfin, il y Et a pas de prétention. c'est super. C'était super, c'est parce que justement, comment ça s'appelle Make it Keep it stupid simply. simple. Voilà, exactement. Kiss. C'est- j'- Ouais. J'adore, j'adore, c'est Ouais. trop bien. C'est trop bien comme Si tu concept. veux, c'est la réflexion est partie de base de, je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Dick Kramer qui avait dit ça. Je vais faire un autre mix with the master avec lui. Enfin bref, si tu veux, je comprends pas ce discours de vouloir faire sonner naturellement des choses et mettre 10 000 effets, 10 000 sous-bus. 10 000, c'est pas logique. Si tu veux que ça sonne naturel, tu ne transformes pas ta source comme elle doit être. Donc je voulais un peu montrer qu'effectivement, avec des simples routines qu'il faut affiner, bien sûr. Hein, attention, je ne dis pas que ce que je dis est légion, que ça marchera à tous les coups, mais la base, si tu veux, de la. Je voulais que la réflexion, en fait, l'approche mentale du son soit résumée à son plus simple appareil, si je puis dire, et qu'en fait, comme ça, déjà, putain, ça marche vraiment, vraiment bien, quoi. Ça marche vraiment bien. Ok, d'accord. Si tu Voilà. devais donner un conseil aux nouveaux, aux petits jeunes comme moi ou comme d'autres qui arrivent dans ce métier. Travail, beaucoup, beaucoup. Et si ta piste a plus de 3 plugins, je le répète, c'est que ta source est pas bonne ou que tu vas pas vers le bon point. N'aie pas peur de si tu t'acharnes sur un mix plus d'une semaine, c'est qu'il y a un truc à la base qui va pas. Parce que aujourd'hui, un mix, ça me prend beaucoup moins de temps que ça, mais au début, tu prends du temps, des fois 15 jours et ce genre de choses. Mais si au bout de 5-6 jours, ton mix te plaît pas, repars à zéro, réessaie. Si tu as les mêmes problèmes, repars à zéro. Si tu as encore les mêmes problèmes, refais tes prises. Voilà, c'est qu'il y a un truc de base qui convient pas. Je pense qu'il y en a peu qui osent l'assumer en disant merde, ça fait 10 jours que je travaille dessus, repartir à zéro, ça me fait un peu mal au cul. Non, fais-le. Vraiment, tu verras que repars à zéro, écoute des albums dans ton studio pour donner une référence ou entraîner ton oreille à écouter. Mais voilà, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. C'est, j'en parlais hier avec Dimitri, la Demis America, qui est guitariste passionné de son. Euh, je lui disais, écoute, c'est simple, pour comparer, je reparlais de bouffe encore, déjà parce que j'adore la bouffe, pour commencer, mais c'est ce qui fait la différence entre un chef étoilé et quelqu'un qui débute, c'est juste l'expérience. Un chef étoilé, tu peux lui donner la même recette, une blanquette de veau, on va prendre par exemple, mais si t'es débutant, bah, elle va être trop grasse, mal dosée, et le chef étoilé, il aura pourtant avoir les mêmes ingrédients, mais c'est son dosage qui va faire que ça va être succulent et sa façon de le faire. Voilà, je pense que le son, c'est pareil. On a tous le même matos, on a tous plus ou moins les mêmes plugins, faut pas se mentir. Il y a vraiment l'expérience. On va dire que au moins, je pense que 70% de ton travail, c'est ton expérience. De ton résultat, c'est ton expérience. Plus que le matos. Je pense que le matos, c'est une facilité, mais n'est pas une finalité. Oh, c'est beau ce que je vais Oh dire. là oui, alors ça, Incroyable, incroyable. phrase de fin, on est Incroyable. super, on est super. Yes, non, mais vraiment, je le pense. D'accord. J'adore Ok. le matos, tout ce que tu veux, mais je pense que c'est vraiment ça. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, Sébastien Camille, Je t'en d'avoir prie, merci à répondu à toi, toutes merci mes à tous. questions. Et là, je vais en profiter pour citer là où on va pouvoir te retrouver. Donc, est-ce qu'il y a 3 albums que tu pourrais nous conseiller 3 albums que tu as produits et que tu pourrais nous conseiller d'écouter? Alors, du coup, l'album de September Again, forcément, le dernier, qui s'appelle From Nothing to Nowhere. Je pense que l'album de Dissident qui va venir est le premier parce que, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans mon histoire, cet album a une importance. Le prochain Heart Attack va être bien aussi. Il est vraiment bien. Il a un parti pris dans la production, j'aime beaucoup. Et un dernier. Oui, mais il n'est pas encore sorti, alors. Il n'est Donne-nous pas un encore dernier. sorti, non. Même le prochain Dissident, il sort qu'en janvier. Donc attends, on Eh va oui. prendre des albums qui sont déjà sortis. Peut-être le 5e album de Gorgon qui s'appelle The Veil of Darkness. Ceux d'avant, c'est pas du tout moi qui avais travaillé dessus et il date des années 90. Celui-là est pas mal. Putain, je sais pas, il faudrait que j'aille piocher dans ma discographie. L'album de Swarm est beaucoup aimé aussi, donc peut-être les gens faudrait qu'ils écoutent. Je dis ça, c'est pas mon préféré. Ouais, Désolé. bien sûr. Oui, Mais non, bien sûr, bien sûr. en fait, il y a des choses sur lesquelles on s'est pas mis d'accord sur la production et qu'effectivement, enfin, je l'entends à chaque fois que je l'entends, donc oui, il est très bien techniquement, mais c'est peut-être pas celui que je préfère. Ah si, bah si, bien sûr, l'album d'Achiavel.
Le premier album d'Achiavel. Je suis très très fier de cet album. On m'en parle tout le temps. Ils m'ont un peu poussé à bout, notamment sur le son de batterie et compagnie, mais honnêtement, je leur en veux pas parce que le résultat ça vaut vraiment le coup. On m'en parle tout le temps de cette production, Achiavel. Très bon souvenir de studio Achiavel d'ailleurs. Très bon souvenir de studio. Ok, ouais. Super. Yes. Et je mettrai les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent aller voir. Yes, carrément. Après, si tu veux, tu as une vidéo que me sert une vidéo de présentation où je mets 40 secondes de mes derniers albums de chaque année. Oui, en fait. Mais quand je mets les liens, de toute façon, je vais mettre les liens de tout. Ce que tu veux. Des albums que tu nous as conseillés, de la chaîne YouTube, de où est-ce qu'on peut te retrouver, ton site et compagnie. Yes. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré parler avec Sébastien. On se retrouve l'année prochaine pour l'épisode 6. Je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de fin d'année. High five aux 13% et à la prochaine!